Voilà, c'est pareil, donc ça va. Oui. Voilà, donc on va approfondir maintenant un petit peu la notion de charge d'entraînement, puisqu'on a vu qu'elle était centrale dans la planification de l'entraînement. Alors, cette charge d'entraînement, elle a déjà été définie au niveau 2, volontairement de manière simplifiée. Elle a été définie comme étant le produit d'un volume de travail par une intensité en tenant compte simple à retenir. Mais la charge d'entraînement ne se limite pas à ça. Il est important de retenir que la charge d'entraînement est composée de 2 éléments. On a d'une part la charge externe et d'autre part la charge interne. Nous allons les définir maintenant ensemble. La charge externe, en gros, c'est ce qu'on impose à l'athlète. Donc finalement, c'est une quantité de travail qu'il va devoir faire. Si je vous donne un exemple, un cycliste, on lui demande de pédaler 60 minutes à 250 watts, ça c'est une charge externe. Charge externe qui se traduit par exemple par un travail mécanique de 900 kJ ou 215,31 kilocalories. Vous pourriez refaire le calcul par jeu. On ne va pas le faire ici. Ça, c'est vraiment typiquement la charge externe, ce qui est imposé. On pourrait le prendre pour plein d'autres disciplines également. En natation, c'est tu fais 10 fois 100 mètres, départ 1 minute 30. Ça, c'est une charge externe. Il est important de pouvoir suivre la charge externe, puisque c'est essentiellement ça qui va vous servir de base en tant qu'entraîneur à planifier. Vous allez réfléchir, vous allez vous dire, OK, qu'est-ce que je vais demander à mon athlète pour essayer d'augmenter son niveau de fitness? Je vais lui proposer une charge externe de travail. Et donc, pour pouvoir, une fois que l'entraînement est réalisé, suivre cette charge externe et savoir ce qui a été réalisé vraiment d'un point de vue externe, eh bien, il y a plusieurs moyens. Premier moyen, c'est de vérifier les valeurs de puissance, les valeurs de vitesse ou les valeurs d'accélération qui ont été enregistrées au cours de l'entraînement. Il est possible, en sport collectif par exemple, de réaliser une time motion analysis. C'est-à-dire que lorsqu'on a un match ou éventuellement un entraînement, c'est en général plus utilisé en match, c'est simplement mesurer la quantité de déplacements qui ont été faits par tel ou tel joueur, caractérisés en fonction de catégories de déplacements, de la marche, course lente, course rapide, des sprints. Là, vous avez la quantité de travail, une certaine quantité de travail qui a été réalisée. C'est une charge externe. D'un point de vue neuromusculaire, on pourrait mesurer la hauteur de saut, la longueur, etc. Donc, la charge soulevée au cours d'un entraînement de musculation. D'autres exemples de charge externe. Donc, avec les technologies actuelles, et là je fais référence aux présentations qui suivront, eh bien, il est possible de suivre maintenant de manière très précise la charge externe de l'athlète, avec des applications, etc. Mais, il est important de ne pas négliger la charge interne. La charge interne, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est finalement la réponse de votre athlète à cette charge externe. C'est finalement le stress que la charge externe a imposé d'un point de vue physiologique et d'un point de vue psychologique. Et j'insiste sur cette dualité entre les deux, qui n'est pas vraiment une opposition, mais il est important de tenir compte de ces 2 facteurs. Un entraînement, une charge externe imposée et réalisée va induire une réponse physiologique, mais aussi psychologique. Et donc, lorsque vous allez devoir suivre cette charge interne, il est important d'utiliser des outils qui vont à la fois pouvoir répondre à cette question physiologique, mais aussi à la question psychologique perceptive. Reprenons notre exemple de tout à l'heure pour illustrer la charge interne de mon sujet qui va pédaler 60 minutes à 250 watts. Eh bien, si on lui fait faire le même exercice
à 2 jours d'intervalle, la réponse physiologique et perceptive ne sera pas spécialement la même. Donc la charge interne et la charge externe seront différentes. Exemple très concret, en fonction des conditions environnementales, pédaler 60 minutes à 250 watts alors qu'il y a 15 degrés et que 2 jours après, il y a 25 degrés dans la pièce où vous allez faire cet exercice, la réponse physiologique ne sera pas la même et forcément, la perception de l'athlète sera différente. Alors, toute la difficulté, ça va être de pouvoir monitorer cette charge interne. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de marqueur clair et précis qui permet de dire, voilà, ça c'est une charge interne, mais c'est plutôt une combinaison de différents facteurs. Voilà tout ce qu'on peut retrouver dans le suivi de cette charge. On va les passer rapidement en revue. Certains d'entre eux font appel uniquement aux aspects physiologiques. On y reviendra, mais par exemple la fréquence cardiaque. D'autres ne font appel qu'à l'aspect perceptif. On le retrouve ici, les questionnaires. Mais d'autres vont essayer de faire le lien entre les deux, lorsqu'on a par exemple un ratio entre la fréquence cardiaque et un taux de perception de l'effort. Passons cela en détail. Rating of Perceived Exertion, RPE, tout le monde en a peut-être déjà entendu parler, c'est finalement demander à l'athlète quelle est la perception qu'il a de l'exercice qu'il vient de faire. Initialement, c'est une échelle qui a été proposée par Borg et qui comprenait une échelle allant de 6 à 20. Donc, on demandait au terme d'un entraînement à l'athlète de caractériser l'exercice. Le 6 étant le plus facile et le 20 étant le plus difficile. Une des limites de l'utilisation de cette échelle, c'est la longueur de l'échelle. 6 à 20, quand on n'a pas l'habitude, faire la différence entre 11 et 12, ce n'est pas évident. D'accord ? Mais cette échelle, elle est amusante parce que des études ont montré que, par exemple, en multipliant simplement le niveau donné par 10, pour des athlètes qui avaient l'habitude de l'utiliser et relativement bien entraînés, eh bien, on approchait des fréquences cardiaques obtenues réellement sur le terrain. Ça, c'est pour la petite histoire. On a proposé au fur et à mesure du temps une version modifiée, c'est-à-dire qu'on a réduit le nombre d'items pour arriver à, en tout cas, on a réduit la largeur de l'échelle pour arriver à une échelle allant de 0 à 10, 0 étant le repos et 10 étant le plus fort, l'exercice le plus dur possible. Et avec une échelle ici, une nouvelle échelle proposée, il y en a même qui arrivent à proposer du 11. Voilà. Ça, c'est dans une phase peut-être de mise en place avec votre athlète. Mais c'est relativement intéressant parce que cela donne une information sur la perception de l'athlète. La charge externe que vous allez proposer à l'athlète vous paraît peut-être raisonnable, mais en fonction de conditions X ou Y, votre athlète, lui, il peut considérer ça comme étant très très dur. Et là, la discussion doit s'engager avec l'athlète. Okay ? L'avantage également, c'est que peu importe la discipline, c'est applicable dans n'importe quelle discipline. On affine un petit peu avec la possibilité d'utiliser le session RPE, qui a été proposé par Foster. Le session RPE, c'est tout simplement utiliser cette échelle de Borg simplifiée de 0 à 10, mais en multipliant par la durée de la session. Donc on affine, avec une notion de volume, cette fois-ci. Indice purement physiologique, le suivi de la fréquence cardiaque. Effectivement, dû à la linéarité entre, ça on l'a déjà vu ensemble au niveau 2, entre le niveau de consommation d'oxygène et la fréquence cardiaque, c'est-à-dire plus j'augmente en intensité, plus ma fréquence cardiaque va augmenter, eh bien, dû à cette linéarité, eh bien, le suivi de la fréquence cardiaque durant l'entraînement va vous donner un indice de réponse physiologique de votre athlète. Okay ? Cette fréquence cardiaque,
je vous l'ai indiqué tout à l'heure, eh bien, on peut la combiner avec le RPE. Et on peut dire, voilà, au terme d'une séance ou d'un bloc d'exercice, je fais un ratio entre la fréquence cardiaque obtenue et le RPE, c'est-à-dire la perception de l'athlète. Donc voici un exemple de combinaison des deux éléments qui vous permet d'avoir un indice de la charge imposée à votre athlète. Si pour une fréquence cardiaque identique, lors d'un même exercice réalisé à 2 jours d'intervalle différents, le RPE est différent, eh bien vous savez que la charge interne liée à un exercice identique est différente au niveau de votre athlète. Pour aller plus loin, Bannister, de nouveau lui, a, et ça vous l'avez déjà vu au niveau 2 également, proposé la méthode des TRIMP. La méthode des TRIMP, c'est quoi? C'est le Training Impulse. Il va multiplier le temps d'exercice par un ratio lié à la fréquence cardiaque et un coefficient lié au sexe. Ces coefficients, on ne vous demandera jamais de les retenir. Ils seront indiqués dans le cours, dans le syllabus, et ce sera à vous de les implémenter si vous souhaitez utiliser ce modèle. Le delta ratio de fréquence cardiaque, c'est simplement la fréquence cardiaque de réserve, la fréquence cardiaque moyenne moins la fréquence cardiaque de repos, divisé par la fréquence cardiaque de réserve, qui est la fréquence cardiaque maximale, moins la fréquence cardiaque de repos. Et en utilisant cette valeur-là, vous avez un indice de charge physiologique, charge interne, à la suite d'un entraînement. Cet indicateur, forcément, ne fonctionne que si vous utilisez un cardiofréquencemètre, c'est-à-dire en majorité pour les disciplines d'endurance. Le problème de ces Training Impulse, c'est que ça ne tient compte que de la fréquence cardiaque maximale et d'une fréquence cardiaque moyenne. Si je prends, même pour un athlète d'endurance, un entraînement où vous allez faire varier très fortement l'intensité de l'exercice, parce qu'on peut proposer à un athlète d'endurance des exercices de sprint répété, ça peut être un type d'entraînement. Eh bien, la fréquence cardiaque, elle va évoluer, certes, en augmentant relativement rapidement, mais on n'aura pas le reflet réel de la charge qui aura été imposée. Pourquoi? Parce que la fréquence cardiaque moyenne, lors de ce genre d'exercice, ne va pas être spécialement beaucoup plus haute que lors d'un entraînement d'endurance moyenne. Donc, c'est une limite de l'utilisation de ces TRIMP, c'est la sensibilité de cette charge. Il existe des versions modifiées de cette TRIMP, c'est-à-dire qu'on va subdiviser les entraînements et on va mesurer le temps passé dans différentes zones. Alors, 2 modèles. Un premier modèle proposé par Edward qui se base sur des zones définies par les pourcentages de fréquence cardiaque. Et le deuxième modèle, c'est des zones basées sur la lactatémie. Autrement dit, comment fait-on? Eh bien, tout simplement, on va mesurer le temps passé dans chaque zone et on va multiplier cela par la fréquence cardiaque. On fait la somme des différents éléments et on obtient un indice de charge interne purement physiologique. La référence est juste différente selon les modèles. Ça permet de répondre peut-être au manque de sensibilité des TRIMP classiques proposés par Bannister, qui eux se basaient sur la fréquence moyenne d'une séance. Ici, on va subdiviser par rapport au temps passé dans différentes zones, donc on a un degré de précision qui va être un petit peu plus grand. On peut avoir la même chose, une mesure de la charge interne via la concentration de lactate. La limite, c'est qu'il y a une grande variabilité au niveau individuel. On peut, au même titre que la fréquence cardiaque, mettre en relation la concentration de lactate et le RPE. Autre paramètre, c'est la fréquence cardiaque de récupération. À la suite d'un exercice, vous allez enregistrer la fréquence cardiaque et mesurer la vitesse à laquelle cette fréquence cardiaque va retourner à une fréquence de base. En général,
les modèles proposés eh bien, varient entre 30 secondes et 2 minutes. OK, c'est relativement intéressant. Mais il faut savoir que cela peut varier d'un individu à l'autre également. Autre thème un petit peu à la mode, c'est la variabilité de la fréquence cardiaque. Pourquoi est-ce que je dis à la mode? C'est pour faire suite avec les nouvelles technologies également. Parmi vous, il y en a peut-être qui ont des montres qui enregistrent régulièrement leur fréquence cardiaque en cours de journée. Eh bien, notamment, certains modèles permettent de mesurer justement cette variabilité de la fréquence cardiaque. Qu'est-ce que c'est la variabilité de la fréquence cardiaque? Eh bien, ceci, c'est le tracé, un ECG classique, d'accord? Eh bien, la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est la variabilité qui existe entre deux pics R, ici, donc c'est l'intervalle RR, et on constate que on n'a jamais strictement 2 fois la même durée entre deux pics. Et donc c'est ça la variabilité de la fréquence cardiaque. Et certaines études ont étudié forcément cette variabilité de la fréquence cardiaque. Ils montrent que, en général, ça n'est pas... Pardon, je reviens en arrière. En général, donc, ces études vont analyser la variabilité de la fréquence cardiaque et on obtient parfois, lorsque le niveau de fitness augmente, une diminution de cette variabilité cardiaque, mais ce n'est pas si évident que ça. D'accord? Donc là, ça demande encore un petit peu des explorations un petit peu plus approfondies. D'autres paramètres, là on est plus dans le macroscopique, c'est-à-dire qu'on peut réaliser, et ça fait partie du suivi de l'athlète, des mesures biologiques, des mesures au niveau des réponses biochimiques, hormonales ou immunologiques. En général, un suivi via des prises de sang. D'accord ? L'objectif étant ici surtout de repérer les détecteurs liés à une fatigue qui s'installerait auprès de l'athlète. D'accord ? C'est intéressant, mais à nouveau, il n'y a pas de marqueur clairement défini qui ressort de manière tout à fait précise. Il existe aussi, pour suivre cette charge interne, les questionnaires. Les questionnaires, alors on a les POMS, Profile Mood States, on a les Rescue for Sport, on a les Daily Analysis of Life Demands for Athletes. Ce sont des questionnaires que l'on va proposer, soumettre aux athlètes concernant des états psychologiques, émotionnels, et voir comment celui-ci évolue. Puisqu'il y a une certaine corrélation qui a été établie entre des états de fatigue prononcés et une diminution justement de cet état psychologique ou un état de bien-être. D'accord ? Donc le suivi via ces questionnaires peut être intéressant pour connaître également un état de fatigue qui s'installerait. Mais là, de nouveau, on est plutôt sur du travail à long terme. D'accord ? Les premiers marqueurs, premiers indicateurs, on était plus sur de l'immédiat. Là, on est plutôt sur du long terme. Il est important aussi, par rapport à ces questionnaires, de bien choisir le moment auquel vous allez appliquer ce questionnaire. Si vous l'appliquez avant l'entraînement ou après l'entraînement, on peut avoir une différence, parce que si l'entraînement s'est bien passé, l'athlète peut être content et donc modifier légèrement certaines réponses. Ou à l'inverse, si l'entraînement ne se passe pas bien parce que il n'a pas su faire les temps qui lui étaient demandés ou des choses comme ça, on peut avoir des modifications. Donc important toujours, lorsque vous appliquez ces questionnaires, d'avoir une stratégie et d'utiliser ces questionnaires au même moment. Et donc, pour ne pas avoir d'influence sur le résultat final. Alors, certaines études ont également analysé la vitesse psychomotrice via des petits tests essentiellement sur ordinateur. Et on constate que des athlètes, par exemple, qui étaient dans des états de fatigue avancés, on y reviendra dessus juste après, eh bien, ces athlètes dans des états de fatigue avancés ont une qualité de vitesse de réaction, notamment, vitesse psychomotrice, qui va être ralentie. Donc, ça peut être un signe d'évaluation de cette charge interne et un signe que la charge externe imposée eh bien, ne provoque pas une réponse optimale. Enfin, le sommeil. Le sommeil est également un indicateur de la charge externe, puisque
toute perturbation de sommeil va avoir un impact sur la performance. Et quelqu'un qui subit une charge externe trop importante, eh bien, peut avoir une qualité, une quantité de sommeil qui va être modifiée. Donc, il y a des risques à ce niveau-là de développer des états de fatigue extrême qui seront définis par la suite. Donc, si on veut résumer sur cette charge interne, sur cette charge d'entraînement, la charge d'entraînement, effectivement, c'est un volume, une intensité imposée à une fréquence en tenant compte d'une certaine récupération, mais il est nécessaire de distinguer la charge externe de la charge interne, la dose de la réponse. Le plan d'entraînement va se construire autour de ces éléments-là. Il va permettre de proposer une charge externe qui sera réalisée ou pas. Cette charge externe, elle doit être périodisée, elle doit contenir une qualité et une certaine quantité, volume, intensité, mais en fonction de caractéristiques individuelles, cette charge externe va définir une charge interne, finalement la réponse de l'athlète. Et c'est ceci qui va définir l'état de fitness, le niveau de fatigue de votre athlète et enfin la performance. On arrive donc ici à un modèle global de la planification sur laquelle on va évoluer maintenant et venir greffer différents paramètres. Par rapport à ce que je vous ai dit ici, importance de suivre la charge, aussi bien externe que interne. Alors là, vous avez vu que je vous ai présenté une série de modèles, peut-être un peu rapidement, mais c'est parce qu'il n'y en a pas un qui ressort du lot. À vous de vous faire votre méthode de suivi parmi celles qui sont validées et qui existent, et qui conviennent à votre athlète également. Parce que ça, c'est important. Administrer un questionnaire, ça peut vite devenir rasoir. Donc, il est important de communiquer avec l'athlète pour justement choisir des outils adéquats et qui permettent d'obtenir des réponses efficaces. Bref, il est important de suivre cette charge d'entraînement pour voir si votre programme engendre une adaptation, mais surtout pour minimiser les risques de fatigue excessive. Et là, on va parler de dépassement non fonctionnel, de blessures ou éventuellement de maladies. Et on retrouve notre schéma de dose-réponse, c'est-à-dire que je vais proposer une certaine dose qui va engendrer une réponse pour avoir ici la top performance. Nous allons maintenant définir la notion de fatigue en allant un petit peu plus loin et en vérifiant finalement que se passe-t-il lorsque la charge est dépassée et que mon athlète se fatigue un petit peu plus. Voilà, Damien. Est-ce qu'il y a des